qui me fait défaut, vraiment. Il va falloir que je change. Alors du coup, bah, écoutez, c'est parti à ce moment-là. Donc du coup, eh ben, je suis donc ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce deuxième meet-up for Industrie dédié donc à la décarbonation de l'industrie. Pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, sachez que ce webinaire fait partie d'une série de 3 animations avec pour objectif, je dirais, non seulement de vous informer sur ce thème, mais pas seulement. C'est surtout pour vous donner les éléments et les illustrations suffisamment précis pour que vous puissiez vous-même engager des démarches, je dirais, dès lundi matin. C'est vraiment l'objectif de ces animations. Alors, pour ceux qui nous rejoignent encore aujourd'hui, en début de mois, on avait donc une première animation, un premier webinaire dédié à la présentation des différents modèles économiques avec l'INEC, et donc pardon, qui est l'Institut national de l'économie circulaire. Et donc on avait aussi illustré, ce webinaire à travers l'intégration, enfin la mise en place en tout cas de solutions avec, une PME de 50 personnes qui s'appelait Sadecap. Et donc vous pouvez retrouver, directement ce webinaire sur notre chaîne YouTube, et d'une manière générale tous les webinaires qu'on réalise chez Idéforcar. Donc ce deuxième rendez-vous sera, lui, consacré à l'éco-conception. Et alors c'est un truc qui est quand même assez large, hein. On on y retrouve beaucoup, beaucoup de choses dedans. Nous, on va prendre un axe un peu particulier. Ce que je voudrais quand même insister sur un petit point, c'est que nous, l'objectif des webinaires qu'on fait, c'est qu'ils sont orientés vraiment méthodo. Et l'objectif, c'est que vous repartiez avec vraiment les clés nécessaires pour vous engager dans cette démarche et qu'on profite de cette séance pour que vous leviez un maximum de doutes ou de freins. Donc voilà. Donc pour ça, moi, aujourd'hui, je suis entouré donc de 4 experts sur ce sujet. Un premier binôme avec Erwan Le Breton et Patrick de Winter de la société donc Paradigm Shift, qui nous présenteront du coup les différences entre le bilan carbone et le bilan GES, donc bilan gaz à effet de serre. Et avec ça, normalement, vous aurez les outils pour structurer votre politique environnementale et identifier les actions qui vous permettent de réduire votre facture énergétique et son impact global. L'idée, c'est que vous puissiez, comment dire, anticiper opérationnellement les réponses à apporter à la réglementation en vigueur, tout en impliquant pardon, au maximum vos salariés, vos opérateurs, qui sont quand même partie prenante, enfin, partie intégrante de la réussite de votre projet, quoi. Ensuite, on rencontrera donc François Poisson de Mecastil qui, lui, nous présentera comment entrer dans une démarche d'éco-conception, dans le cadre des produits plutôt orientés mécaniques. Voilà. Et comment aussi, du coup, intégrer ça dans la démarche de cycle de vie de votre produit. Et enfin, on a la chance d'avoir aujourd'hui avec nous Frédéric Petit de la société Schneider Electric pour illustrer du coup tous ces propos en tenant, enfin et notamment avec l'intégration de la supply chain dans leur démarche d'économie circulaire. Voilà, enfin, on ne le verra pas du coup côté fournisseur, mais vraiment côté, industriel aujourd'hui, la société Schneider. Pour que ces meet-up pardon, restent, dynamiques, n'hésitez pas du coup à poser vos questions au fur et à mesure de la présentation dans le chat. On reprendra ces questions-là, du coup, à la fin de chaque intervention. Et j'attire aussi très rapidement votre attention sur le fait qu'à la fin du webinaire, donc au moment des questions-réponses, je pense avec Frédéric, on aura, un petit questionnaire à vous passer juste pour, ouais, juste en fait pour savoir si vos besoins, connaître un peu plus vos besoins et pour savoir si vous avez besoin qu'on vous aide à concrétiser davantage le sujet. Donc voilà, je vous laisse tout de suite du coup avec nos experts et je pense qu'on va commencer par passer la main à Erwan, et Patrick. Donc messieurs, je vous laisse la main et normalement vous avez tout ce qu'il faut pour passer votre présentation. Avec plaisir. Voilà, Bonjour à très tous bien, super, merci. et merci Antoine. Je vais partager mon écran. J'espère que vous voyez bien. OK. Nous, avec Patrick, on voulait vous sensibiliser un petit peu à ce qui est un bilan carbone qu'on considère comme un prérequis pour passer à l'action. Donc Patrick de Winter et moi-même, Erwan Le Breton, allons vous faire cette présentation. Vous avez les coordonnées sur la slide principale, vous pourrez y revenir plus tard.
Euh, donc, pour présenter Paradigm Shift, c'est un cabinet de conseil qui a été fondé par moi-même et Anne-Sophie, qui est aussi fondatrice associée. On a une complémentarité, parce que moi, j'ai un parcours plutôt ingénieur, complété par une école de commerce derrière. Anne-Sophie a un parcours dans la communication, le marketing, la formation. On vient tous les deux de contextes assez industriels et très grands groupes. Par contre, on accompagne des entreprises de toute taille, vous allez voir après. Donc ça, c'est notre background, c'est d'où on vient. Euh, je vais laisser la parole à Patrick pour se présenter également. Bonjour, je vais être rapide, si tout le monde entend bien. J'interviens pour faire en sorte que les entreprises aillent mieux. J'ai plus de 20 ans dans l'automobile et tous les outils qu'on utilise sont intéressants et sont vraiment démultipliables dans toutes les entreprises. On s'est surtout pendant longtemps appuyé sur les outils du Lean et en fait, quand on arrive au bout du Lean, on s'aperçoit que il y a quelque chose qui peut nous aider derrière, c'est les ACV. Donc, on parlera un petit peu des ACV et de l'environnement dans quelques slides. Je te relaisse la main, Erwan. Ok, merci Patrick. On avait envie de faire un focus pour vous sur la partie plutôt orientée stratégie et puis notamment décarbonation. Nous, c'est vraiment une grosse partie de notre activité qui inclut de sensibiliser, calculer le bilan carbone, sachant que c'est vraiment le début de la démarche, puisque après, l'idée, c'est d'intégrer ces problématiques environnementales de décarbonation, mais pas que, parce qu'il n'y a pas que le climat non plus dans la vie. On a dépassé les limites planétaires au niveau biodiversité, pollution chimique, déséquilibre de l'azote et du phosphate. On a, enfin, tous les critères sont vraiment intéressants et c'est pour ça qu'on va aussi vous parler d'ACV. Euh, et un autre volet qui est important euh, et qui, à mon avis, va occuper les entreprises dans les années à venir, c'est organiser sa résilience. Donc, quelle est la sensibilité des entreprises vis-à-vis des aléas climatiques? Est-ce que si une route est coupée, je vais être encore capable d'évacuer des déchets dangereux? Est-ce que mon activité est soumise, est sensible aux canicules ou aux vents forts? On peut imaginer des entreprises qui travaillent en extérieur. Euh, En fait, l'idée, c'est d'analyser tous les flux de l'entreprise et, et puis d'évaluer leur impact au réchauffement climatique. Donc, il y a vraiment deux choses, c'est baisser nos émissions et comprendre comment on peut s'adapter dans un monde qui change. On a aussi une activité orientée plutôt stratégie, donc pas forcément carbone. On a mis quelques références ici, donc ça va effectivement de TPE, principalement de la PME, mais également des grands groupes. C'est un milieu qu'on connaît bien, le grand groupe, puisqu'on en vient avec plus de 15 ans d'expérience chacun. Donc, c'est des environnements qu'on connaît bien. On voulait vous parler de bilan carbone et d'ACV, mais avant ça, retour aux fondamentaux. Ce qui met en dynamique notre société et notre économie, c'est l'énergie. Avant 1950, on consommait une certaine quantité d'énergie qui a presque quadruplé entre 1950 et 2030 par habitant. Mais on est beaucoup plus d'individus sur Terre, puisqu'on a aussi multiplié la population par 3, voire presque 4. Donc on est vraiment dans une situation où on consomme de plus en plus d'énergie, et principalement de l'énergie fossile, comme vous voyez en bas à droite, où traditionnellement on consommait de la biomasse, donc du bois principalement. Et puis, depuis le début de la révolution industrielle, on a découvert que le charbon, c'était super.
Et puis, on a commencé à exploiter le pétrole et puis le gaz. Et se sont ajoutées les énergies nucléaires et puis hydroélectriques. Et on a un peu de renouvelable, on en parle beaucoup plus qu'on en consomme finalement. Donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que si on veut décarboner notre économie, on parle de à peu près 80% de l'énergie consommée dans le monde. Donc, c'est assez énorme. Quand on parle d'électricité, on parle d'une petite partie du problème parce qu'on utilise aussi du gaz et on utilise énormément de pétrole pour se déplacer et transporter les matières premières et produits finis. Ces activités ont un impact sur le climat par l'émission de gaz à effet de serre. Et une image qu'on peut avoir en tête, c'est relativement simple, c'est qu'on a effectivement un rayonnement qui vient depuis l'espace, depuis le Soleil, qui est réfléchi sur le sol et qui est gardé sous ce qu'on pourrait appeler une couette. Et plus on met de plumes dans la couette, plus on met de gaz à effet de serre, plus on a chaud dessous. C'est une image qui est toute simple, mais qui est assez vraie. Et tous les secteurs d'activité, agriculture, industrie, transport, déforestation, chauffage des bâtiments, émettent des gaz à effet de serre et contribuent de plus en plus à réchauffer le climat. On pourrait être un équilibre puisque les forêts captent du carbone. Par contre, elles ne sont pas capables de capter autant de carbone que ce qu'on émet. Donc, tous les ans, on rajoute des gaz à effet de serre, on rajoute des plumes dans la couette. Le bilan carbone, c'est quoi? Le bilan carbone, c'est un outil qui a été conçu par l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, pour comprendre comment on peut quantifier les émissions par catégorie d'une organisation. Le bilan carbone, on peut le voir comme un outil calqué sur de la gestion de projet, où on lance vraiment de projets, où on sensibilise les équipes aux enjeux, on collecte les données, on comptabilise les gaz à effet de serre sur idéalement tous les scopes, je vais y revenir après, et on construit un plan d'action. Le bilan de gaz à effet de serre réglementaire, il est obligatoire pour les entreprises de plus de 500 salariés. Et il est obligatoire pour les scopes 1 et 2. Donc, la production d'électricité, l'achat de chaleur et de vapeur et les émissions directes. Donc, ça peut être les véhicules en possession de l'entreprise, mais ça peut être, s'il y a une chaudière, les émissions de gaz à effet de serre liées à la combustion du gaz, par exemple. Donc, les émissions qui sont locales. Il faut savoir, on va le voir plus tard, mais la grosse partie des émissions des organisations, c'est sur le scope 3, qui n'est pas obligatoire, parce que l'entreprise n'a pas une influence directe dessus, mais elle a une influence quand même. Donc les scopes. Le scope 1 est au milieu, donc c'est vraiment les installations et équipements de l'entreprise. Ça peut être une chaudière, ça peut être des émissions liées à un procédé chimique ou à de la fermentation. Ça peut être les émissions liées aux fuites de gaz frigorigènes. Il faut savoir que les gaz frigorigènes sont très émetteurs de gaz à effet de serre, en tout cas émettent des gaz à effet de serre qui sont très impactants d'un point de vue réchauffement climatique. Ça peut être jusqu'à 4000 fois le CO2. Il y a des gaz qui peuvent être jusqu'à plus de 20 000 fois le CO2 qui sont utilisés notamment comme isolant diélectrique dans les transformateurs, par exemple. Heureusement, on n'en utilise pas trop. Mais certains gaz, il faut vraiment faire attention aux fuites. Et on a tout ce qui est achat d'électricité, qui sont des émissions qui sont indirectes, parce qu'elles sont fabriquées dans une centrale nucléaire, une centrale à charbon ou à gaz. Ça peut être un réseau de chaleur aussi. Et on a tout le scope 3. Donc c'est tout le reste. Une organisation, elle fabrique des biens. Donc il lui faut de la matière première qui va être extraite, transformée, acheminée,
utilisés par l'entreprise, éventuellement donc assemblés avec tout un tas de procédés. L'entreprise, évidemment, a des salariés. Les salariés viennent au travail. Donc, on compte aussi les trajets domicile-travail. On compte les déchets générés par l'entreprise, parce qu'il faut bien les traiter. Si on a des chutes d'acier, par exemple, eh ben, l'acier va être, on l'espère, recyclé. Le processus de recyclage est consommateur d'énergie, donc on le prend en compte. Et puis, les voyages d'affaires, les immobilisations. Une usine, il a fallu la construire, donc il a fallu émettre des gaz à effet de serre au moment de la construction. Donc, on prend vraiment quelque chose de très global. Et on prend aussi les activités aval, donc le transport et la distribution, l'utilisation des produits vendus. Une entreprise qui fabrique des voitures, qui les vend, elle va prendre les émissions liées au carburant, à la combustion du carburant sur la durée de vie des véhicules. On va prendre en compte aussi la fin de vie du produit qui a été vendu, les emballages éventuellement. Si les objets sont délivrés emballés, le client va les jeter, les emballages. Et donc, il y a un impact du fait du traitement de ces emballages. Et également, les investissements. Donc, c'est valable pour les entreprises qui investissent, comme les banques ou les fonds d'investissement. Les activités qu'elles financent, finalement, sont prises en compte aussi. Donc, le scope 3 est très large. On a un peu parlé de cycle de vie. Je vais passer la parole à Patrick, si ça fonctionne. Patrick? Moi, je vais prendre la main, du coup, le temps que Patrick arrive à s'exprimer. Une approche cycle Voilà. de vie. Vous Ah, c'est bon. m'entendez ou pas? Ouais. Ah, ok, bah, j'ai un petit problème avec le PC. Donc, après cette présentation générale de l'action du CO2, il nous semble important de voir qu'en fait, tout est lié l'un dans l'autre. Et on travaille beaucoup sur des ACV qui regardent un petit peu l'analyse du cycle de vie d'un produit, où, comme le montre le petit schéma en haut à gauche, on a l'habitude de prendre du sol, de transformer, d'utiliser et de jeter. Euh, et on est au courant qu'il va falloir que l'on recycle, que l'on fabrique, qu'on use, qu'on utilise, qu'on remette à niveau et que derrière, on va essayer de séparer, récupérer ce qui est récupérable et aller au bout du bout des déchets pour extraire au minimum et rejeter au minimum dans la nature. Alors, c'est une structure facile à comprendre, mais en fait qui est assez complexe à mettre en place parce que les matériaux que l'on extrait du sol ne viennent pas de France. Donc, de la façon dont c'est fait, c'est pas évident. La construction, l'industrie, la France n'est qu'une partie. Par contre, l'utilisation, on utilise beaucoup. Et pour les déchets, on sait bien que dans l'automobile, on récupère pas mal de pourcentage de véhicules. On est à 90-95%. Par contre, globalement, on aime bien jeter et envoyer nos déchets ailleurs. Néanmoins, on va quand même essayer de faire des cycles de vie. Donc, on va essayer d'améliorer l'extraction. On va les produire le plus proprement. C'est pour ça qu'on va faire des ACV. Je vais vous en parler un petit peu après. Elle est intéressant. Elle soit le meilleur possible pour la planète. On va essayer que nos produits durent le plus. Alors, il y a toujours la problématique de l'obsolescence, mais faire une voiture qui fait 1 million de kilomètres est tout à fait possible. Mais ça veut dire que la durée de vie du véhicule aurait 100 ans. Un véhicule de 100 ans ne serait pas aux normes. Donc, où est le juste équilibre? Et puis, surtout, essayer de ne pas utiliser des matières dangereuses où ça risque de se retourner contre nous. En bas à droite, le schéma que je vous ai mis, c'est donc un document de l'ADEME. Donc, si vous allez sur Internet, vous pouvez le retrouver, où ils ont étudié l'analyse du cycle de vie d'un véhicule, mais seulement pour les énergies primaires.
Et on voit que la construction d'un véhicule essence ou diesel consomme plus de matières premières qu'un véhicule, non, véhicule essence consomme moins de matière qu'un véhicule électrique. Par contre, tout le long de la vie du véhicule électrique, effectivement, au niveau du bilan carbone, mais que du bilan carbone, ça va être plus intéressant d'avoir ou un diesel ou un électrique, et qu'à la fin de vie, il va falloir recycler les différents matériaux, et les circuits sont peut-être pas tous là. Ce schéma, il est intéressant pour dire oui, le gasoil, c'est pas si mal, sauf que dans ce schéma, nous n'avons que la consommation d'énergie primaire, nous n'avons pas les acidifications du sol. Par exemple, le diesel fait des NOx et les NOx font des pluies acides et les pluies acides, etc. Donc, cette vision est partielle. C'est pour ça que quand on fait des analyses de cycle de vie, il va falloir vraiment connaître comment elles sont faites et quel est le niveau de détail que l'on utilise. Pour faire des analyses des ACV, il y a plusieurs possibilités. La moins chère, c'est prendre un stagiaire et puis prendre le logiciel de l'ADEME. Par contre, les bases de données qui sont dans le logiciel de l'ADEME sont vraiment basiques. Vraiment, on veut aller plus loin dans la démarche, il va falloir s'accompagner de spécialistes qui ont des bases de données plus fiables et qui vont pouvoir vous aider dans les ACV. L'autre chose qui est importante, c'est qu'il y a beaucoup de paramètres que l'on prend en compte, et ces paramètres ne permettent pas de dire que mon produit pollue moins que celui du concurrent, parce qu'on ne sait pas exactement quels sont les paramètres qu'il a pris en compte. Par contre, on peut calculer très facilement l'évolution de rejet sur l'environnement d'un produit que l'on fait par rapport à un autre produit que l'on fait. Pour l'anecdote, on avait calculé une ACV sur une crêperie et on s'est aperçu que le blé noir était fait en Russie. Et donc, au niveau pollution, une crêpe de blé noir est catastrophique. Alors, le restaurateur a dit non, non, moi je vais chercher mon blé noir en Bretagne, ce qui fait que effectivement ça baisse en CO2. Mais dans la réalité, 80-90% du blé noir vient de Russie. Et donc, la prise en compte, elle n'est pas évidente à faire. Et c'est pour ça que les études doivent être faites sérieusement. On s'aperçoit que ces études se font de plus en plus. Par exemple, quand en France on a lancé le TGV, on s'est dit, tiens, avec la vitesse du TGV, c'est rigolo parce que on est obligé d'avoir moins d'infrastructures. Avec l'élan de la descente du TGV, eh bien, il va faire la remontée en face de la pente beaucoup plus facilement. On va utiliser l'inertie pour ça. Et en fait, ça consomme beaucoup d'énergie. Les Chinois, dans leur TGV, ont fait un TGV qui va en ligne horizontale, justement pour éviter de surconsommer. Euh, et l'on voit qu'au départ, nous, en France, dans les années 80, on prenait ce qui va être le plus facile en infrastructure pour être construit, et que dans les années aujourd'hui, si on faisait la même chose, on se dirait comment je fais pour avoir des infrastructures qui me permettent de moins consommer d'énergie. Alors, le petit dessin que vous avez en face, c'est quand on fait des ACV, on regarde l'énergie qui est utilisée. Et on s'aperçoit qu'en France, on a du nucléaire. En Allemagne, ils ont arrêté le nucléaire. Et donc, la façon dont on va faire nos analyses vont donner des résultats qui peuvent être différents. D'où encore le fait, je compare un produit par rapport à un autre, mais je n'ai pas de référence absolue dans des ACV. Et c'est un peu triste, mais il n'y a pas de possibilité. On voit que quand on fait des ACV, on va regarder au niveau du réchauffement climatique. Donc là, il y a beaucoup, le CO2 prend une forte part. C'est pour ça que le bilan carbone peut être intéressant également. On va regarder au niveau de la couche d'ozone. On va arriver sur l'acidification et de la terre et de la mer, parce que la mer absorbe beaucoup de CO2, mais on est en train de l'acidifier. Donc, il va y avoir des changements. Eutrophisation au niveau des plantes, création photochimique de l'ozone, épuisement des ressources terrestres et des énergies fossiles. Donc, c'est 7 points qui sont évalués et qui sont interprétés quand on fait des analyses de cycle de vie. Néanmoins, la problématique, c'est, je vais faire une analyse de cycle de vie sur un couvre-culasse. Comment je prends en compte l'huile qui a été absorbée par mon couvre-culasse? La destruction simple, quand je fais un ACV, c'est dire, bah non, c'est du plastique, c'est de l'énergie, donc je vais brûler ce couvre-culasse et je vais récupérer l'énergie
par la combustion de mon couvre-culasse. Donc, pour une ACV, c'est vachement bien parce que quand on crée de l'énergie, eh bien, l'ACV se rééquilibre. Néanmoins, j'ai des huiles qui sont dans mon couvre-culasse. L'utilisation du couvre-culasse n'est pas évidente. Il y a de la fibre de verre à l'intérieur du couvre-culasse, etc. Donc, l'analyse, elle est pas si évidente que ça. Pour chlore, j'ai un autre exemple sur lequel on avait travaillé. On avait travaillé sur des ACV sur un éclosoir. Donc, ça, c'est dans l'agroalimentaire. C'est pour faire des poussins. Et on avait quelque chose qui était assez intéressant. C'est que pour les premiers jours, pour lancer le poussin dans l'œuf, il faut apporter beaucoup d'énergie pour rester à 37 degrés, 100 degrés Fahrenheit. Et à un moment, quand le poussin est vivant, eh bien, il émet de la chaleur. Et donc là, on s'est dit, c'est quand même dommage, on perd de l'énergie. Donc nous, dans notre ACV, pour pouvoir dire je récupère l'énergie, on a fait tout un système de récupération de chauffage des poussins presque à éclore, alors que si on avait fait un bilan carbone, on aurait trouvé le même résultat. D'où l'utilité bilan carbone, qui va regarder un petit peu les effets qu'ont l'entreprise par rapport au CO2, et les analyses de cycle de vie qui vont permettre de se dire, effectivement, lors de la fabrication, j'utilise le minimum de matériaux extérieurs. Lors d'utilisation, j'utilise un minimum d'énergie. J'arrive à updater mon produit et le rendre toujours à la mode. Et donc, je n'ai pas l'effet de mode, j'ai vraiment le produit qui dure dans le temps. Et à la fin de vie, j'essaie de récupérer un maximum et d'aller au bout des différents produits que j'ai utilisés. Voilà un petit peu ce que je voulais dire sur les analyses de cycle de vie. Je te repasse la parole, Erwan. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ouais. J'ajouterais du coup qu'effectivement, l'analyse de cycle de vie et le bilan carbone sont très complémentaires parce que le bilan carbone regarde effectivement que la partie CO2, mais couvre l'ensemble de l'organisation. Alors que l'analyse de cycle de vie est très souvent orientée produit, en tout cas surtout dans les entreprises qui produisent des gammes de produits. On peut aussi faire des ACV, évidemment, sur la construction d'un bâtiment, puisque d'ailleurs, le bâtiment y vient, avec les normes RE2020. Mais c'est vraiment des choses très complémentaires. Je vais faire un focus, du coup, sur le déchet CO2. Ici, on voit sur ce graphe la corrélation entre concentration de CO2 et température sur les 1000 dernières années. On voit qu'on a beaucoup augmenté, que la température a augmenté d'environ à peu près 1 degré, et que le niveau de CO2 a également aussi beaucoup augmenté. Alors on dit, c'est normal, ça varie, dans l'histoire ça a toujours varié. Bon, n'empêche que quand on remonte sur les 400 derniers milliers d'années, on voit qu'effectivement la concentration de CO2 a varié, mais dans des limites entre 200 et 300 parties par million. Et que là, on a dépassé les 400 allègrement. Et que du coup, on est sur une trajectoire qu'on ne maîtrise pas et qu'on ne connaît pas. Et on sait que la concentration de CO2 et la température globale sont intimement corrélées, avec un léger décalage qui est lié à une inertie, mais c'est corrélé, et les variations du niveau de la mer aussi. Donc l'impact de nos déchets, le CO2, on commence à comprendre que c'est important, mais les autres déchets aussi, ce sont des choses qu'on arrive à estimer, mais qui ont toujours un décalage avec ce qu'on fait. D'où l'importance de mesurer, de comprendre ce qu'on fait et d'essayer d'atténuer l'impact qu'on peut avoir, parce que ça a des conséquences qui sont évidemment énormes et sur du long terme, y compris pour le business des entreprises. Je pense qu'il y a 5 bonnes raisons de se lancer, qui sont ici mises de manière assez générique, mais rester compétitif, parce qu'une entreprise qui ne s'occupe pas du sujet va se retrouver isolée. On voit qu'on a une recrudescence de labels
RSE, comme B Corp, Lucie, etc. On ne s'intéresse plus uniquement au reporting financier, mais les entreprises cotées doivent reporter leurs indicateurs extra-financiers également, y compris leur bilan carbone. Ces indicateurs financiers extra-financiers vont être l'obligation de les reporter va descendre sur les entreprises de plus de 250 salariés dans le futur avec la CSRD. Les clients sont de plus en plus attentifs à qui ils achètent. Et puis maintenant, il y a une transparence énorme. Donc, faire du greenwashing ne suffit plus. Ça devient compliqué. Donc, c'est vraiment important de s'occuper du sujet. Et puis, ça peut s'accompagner d'une réduction des coûts, même si, avec les augmentations du coût de l'énergie, il y a beaucoup d'entreprises qui se sont déjà occupées du problème de leur facture énergétique. Mais un autre aspect, c'est la réduction de la dépendance aux énergies fossiles, parce qu'on sait que les coûts sont hyper volatiles. Il suffit d'un conflit en Ukraine ou d'un ralentissement de l'économie pour que ça ait du mal à repartir. Et donc, du coup, on a des fluctuations de prix qui sont énormes. Alors, je sais pas si on m'entend. Si, peut-être. Cette fois-ci, ça doit marcher. Je suis désolé, Erwan, on va devoir raccourcir un petit peu parce que du coup, on a Frédéric qui doit enchaîner parce s'il y a des contraintes en rien. Et donc voilà, je ne sais pas où tu en es exactement, mais je vais aller super vite là-dessus, mais je voudrais quand même passer sur la méthodologie. Vas-y, c'est surtout ça. Étapes, voilà. Parce que c'est ça qui est important. Ouais, très bien, merci. Ok. Minimisation des coûts et des contraintes réglementaires, c'est aussi un point. Parce que on a une incitation gouvernementale à s'occuper du sujet. Le dispositif France Relance, notamment, il a axé beaucoup de budget vers les PME pour qu'ils s'engagent dans la transition énergétique. Et puis, ça va avec l'engagement des employés. Moi, j'ai un exemple d'une entreprise avec qui on travaille, qui est du secteur du bâtiment. Le secteur du bâtiment a énormément de mal à recruter, et pas eux. Ils sont sur le sujet, vraiment, et ils communiquent bien dessus. Optimisation. Bon, je vais aller un peu plus vite. Ouais, on va passer sur la méthode. Alors, les différentes étapes, c'est ça. Évidemment, il y a une étape de cadrage où on se met d'accord sur le planning et les différentes étapes. Une phase de sensibilisation. Nous, on aime bien utiliser la fresque du climat parce qu'en peu de temps, on a un atelier qui permet aux personnes de comprendre les causes et conséquences du réchauffement climatique, comment tout ça s'est imbriqué. Et du coup, les gens sont engagés pour faire quelque chose, évidemment. Il y a une phase de collecte des données. C'est ce qui est le plus compliqué pour les entreprises. En tout cas, c'est ce qui leur prend le plus de temps. Donc, c'est vraiment important de bien discuter avec le prestataire pour comprendre quelles données à collecter en fonction des données qui sont disponibles, comment elles sont disponibles, la manière dont on peut les traiter. Donc, c'est une phase qui peut durer... Moi, je constate que ça dure à peu près 2 mois parce que dans les entreprises, il n'y a pas quelqu'un forcément dédié à la collecte. Donc, il faut prendre le temps de collecter en plus du travail quotidien. C'est la partie un peu compliquée. Et puis après, le prestataire fait le calcul, répartit les émissions, produit des visuels qui vont permettre du coup de focaliser les actions sur les postes d'émissions à impact. Il y a une phase ensuite où on construit le plan d'action ensemble. Et puis, à partir du bilan carbone, on est aussi capable d'exprimer la vulnérabilité de l'entreprise à une augmentation des prix des énergies fossiles et l'impact d'une taxe carbone potentielle sur leur activité. Donc, ça permet aussi d'avoir une visibilité économique de comment pourrait évoluer l'avenir si on a des taxes carbone ou un prix de l'énergie qui augmente. Parce que les prix se répercutent sur toute la chaîne de valeur.
Ça, c'est un exemple visuel c'est très générique, mais d'où peuvent être les émissions. Donc, on a les différents postes du bilan carbone dans les scopes 1, 2, 3. Et je voulais vous donner quelques exemples. Vous pouvez trouver sur la base carbone de l'ADEME le reporting des émissions des grandes entreprises. Vous aurez énormément de mal à trouver des scopes 3 complets. J'ai dû passer 50 entreprises, je pense, pour sortir ces visuels-là. Je n'ai pas voulu mettre les bilans carbone de mes clients, mais là, vous avez des grandes entreprises. On voit que leur bilan carbone scope 3, c'est en général entre presque 100% et 60% de leur activité. Donc, sur un fabricant de machines de TP, par exemple, qui a fait un super bilan carbone, vraiment complet, on voit que l'utilisation des produits vendus, c'est la grosse part, par la consommation de gasoil notamment. Les intrants, c'est hyper consommateur d'acier. Et puis, le transport de marchandises, parce que c'est une industrie quand même assez lourde. Donc, voilà. Et ça marche. Ouais, je suis désolé. Vous avez tout vu. Et puis, juste la dernière slide. Une fois qu'on a fait un bilan carbone, comment on l'a inscrit dans la stratégie et comment on s'inscrit dans une stratégie de décarbonation? Il y a des outils qui existent, notamment Acte Pas à Pas, qui est la seule initiative internationale qui a été mise au point par l'ADEME et qui apporte un cadre méthodologique et une boîte à outils pour décarboner pour implémenter une stratégie bas carbone. Je pourrais vous en parler plus longuement, mais revenez vers moi plus tard. Ouais, voilà, je suis désolé, on a totalement dépassé les temps. Mais ça va, on va laisser ça. On pourra voir ça en replay. Et puis de toute façon, on pourra aussi reprendre contact avec toi si besoin. Mais c'est dommage. Avec plaisir. Vous êtes les bienvenus. Mais merci quand même. Du coup, je vais faire passer le tour à Frédéric. Si vous êtes prêts, et puis on finira du coup par François. Mais on a cette petite contrainte. Et donc, si c'est bon pour vous, on est bon. Pour moi, c'est bon, on m'entend, on voit l'écran? On ne voit pas l'écran, mais ça va certainement venir. Ah, on ne voit pas l'écran, donc on va repartager, effectivement. Partager, normalement, ça se fait tout seul. Là, ça arrive, c'est bon. Parfait, parfait. Bon, je vais donc essayer de rattraper un peu le temps. Merci Erwan, parce que bon, du coup, c'est vraiment très, très intéressant. Et là, on va passer sur le concept de la manière, qu'est-ce qu'on peut proposer à l'ensemble des personnes, des entreprises, les moyens d'atteindre les objectifs qui sont liés probablement à toutes ces analyses et tous ces conseils que l'on peut faire pour la décarbonation. Donc, je me présente, moi je suis Frédéric Petit, je suis responsable à la stratégie marketing autour de la gestion de la base installée et entre autres comment mettre à disposition de nos clients les solutions pour que les cycles de vie des produits Schneider qu'ils utilisent soient le plus long possible, hein, c'est-à-dire on ne veut pas atteindre un taux de renouvellement fort. Plus on fait durer nos produits chez nos clients, meilleur sera le bilan carbone. Je m'occupe aussi de la partie économie circulaire, d'où l'intérêt de la notion de l'éco-conception vers l'économie circulaire, puisque si on a des produits qui sont réparables, ce sont des produits que l'on peut amener plus loin et on peut de ce fait améliorer le bilan carbone de tout le monde et de Schneider et de ses clients. Et puis, je m'occupe aussi un peu de la coordination sur les équipes marketing. Voilà, donc j'ai une expérience exclusivement industrie. Toute ma carrière a été faite de l'industrie avec une formation technique et puis une école de commerce. Et voilà, et donc beaucoup de présence sur le terrain et on va dire un profil qui me concerne qui est plutôt opérationnel et stratégique. Un petit point, qu'est-ce que Schneider Electric ? Donc Schneider Electric, c'est une société française dont le siège social est basé à Rueil-Malmaison en Île-de-France. C'est d'ailleurs sur ce siège que je suis rattaché. On a une présence mondiale qui est plutôt bien équilibrée.
On a une présence française qui est assez forte et encore une fois, si Erwan faisait un bilan carbone de nos fonctions, eh bien c'est vrai que d'avoir une fabrication au plus près de nos clients est quelque chose qui va nous éviter justement un dégagement de CO2 trop important. Donc vous retrouvez en France principalement, on a plusieurs centaines d'usines bien évidemment, mais en France j'ai 30 unités de fabrication avec 3 centres logistiques dont un qui est exclusivement dédié à l'économie circulaire. Et puis en termes de commerce et services, on a une proximité avec et les agences commerciales de Schneider Electric et l'ensemble de nos partenaires distributeurs qui vendent et distribuent donc nos produits. On a une grosse partie de R&D également en France, puisqu'on a un site historique à Ebens qui est l'Electropole. On a également le Technopole, on a Horizon dans le sud de la France, Passy-sur-Eure, et puis il y a un petit dernier là qui vient d'arriver qui s'appelle Intensity, qui est dans la région grenobloise. En fait, Schneider Electric, on a cet avantage, c'est que non seulement on est industriel et donc on a à résoudre tous les problèmes que Erwan a énoncés pour atteindre notre neutralité carbone d'ici à 2030, et on doit aussi également accompagner l'ensemble de nos clients pour qu'ils puissent atteindre au mieux les mêmes objectifs. Donc tous nos centres, que ce soit le siège social, que ce soit toutes les entités, elles sont faites avec une neutralité carbone, voire même des bâtiments qui seront avec un objectif d'être à énergie positive, c'est-à-dire de produire plus qu'ils ne dépensent. L'économie circulaire, en fait, l'économie circulaire, c'est un bon moyen d'améliorer et le bilan de carbone de Schneider et le bilan carbone de nos clients, puisque c'est d'améliorer la durée de vie d'un équipement qui serait utilisé soit pour un usage d'être nouvellement installé, soit pour un usage de remplacer ou de réparer un produit qui est tombé en panne. Donc, ce que nous, on favorise dans ces notions, c'est de pouvoir avoir l'objectif de proposer à nos clients un cercle vertueux autour de nos produits, c'est-à-dire une capacité industrielle que Schneider est en train de développer pour collecter des produits, que ce soit dans un flux d'échange standard ou que ce soit dans un flux de modernisation ou de fin de vie des produits chez le client. Quand j'entends fin de vie, c'est vraiment fin d'utilisation chez le client, pour que ces produits soient reconditionnés, remis à jour et remis à disposition de nos partenaires. Ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas d'économie circulaire possible si l'éco-conception n'a pas permis de le faire, c'est-à-dire que la réparabilité des équipements commence en fait lors du process de création d'une offre, et c'est quelque chose qu'effectivement Schneider Electric met en place très fortement. La petite particularité que l'on a, nous, c'est que les actions que l'on mène à Schneider Electric, en fait, vous allez retrouver, en suivant dans quel domaine vous travaillez, mais Schneider Electric, vous allez nous retrouver effectivement dans les industries, quelle que soit leur segmentation, qu'elle soit dans l'agroalimentaire, dans le pétrole, dans la chimie. Enfin, on retrouve Schneider Electric un petit peu partout dans le monde industriel. Vous retrouvez également Schneider Electric beaucoup dans la partie home and distribution, c'est-à-dire toute la partie habitation, avec des engagements que l'on a justement autour de la réduction des consommations énergétiques sur tous les environnements, qu'ils soient industriels ou qu'ils soient dans l'habitat. On ne va pas vous refaire la leçon, mais tout à l'heure, quand j'entendais Erwan discuter un petit peu de la partie développement durable, la stratégie de Schneider, elle est simple. Il y a 2 axes. Il y a l'axe digital et il y a l'axe de développement durable. Et l'économie circulaire fait partie, c'est une brique en fait, incontournable que l'on retrouve dans les notions de développement durable. Pour la petite histoire, quand vous mettez en moyenne un variateur de vitesse
de préférence Schneider Electric, bien sûr. Sur un moteur, en fait, quand vous baissez sa vitesse de 20%, globalement, vous améliorez, vous diminuez la consommation du moteur d'environ 50%. Donc, c'est très important aujourd'hui que lorsque on intègre des notions de développement durable, d'économie de carbone, de neutralité carbone, et ça a été très bien d'ailleurs présenté par Erwan, en fait, il y a énormément de choses qu'il faut prendre en compte dans le fonctionnement de l'entreprise. Et là, j'ai vu, alors Schneider, on travaille également, on a des offres de bornes de recharge, on a des offres, et tout impacte le carbone. Par exemple, aujourd'hui, l'ensemble de nos équipes qui sont chez nos clients ont à disposition des véhicules électriques pour justement baisser cette partie carbone. Donc, l'économie circulaire, qui est très liée à l'éco-conception, on revient sur ce sujet, en fait, c'est quelque chose qui est également très lié à la durabilité des produits Schneider chez nos clients. Pour la petite histoire, on commence par le début de l'histoire. On a un écolabel qui s'appelle Green Premium. Je vous ai mis pour les gens qui utilisent du Schneider Electric, c'est toujours intéressant d'avoir cette visibilité-là. Et puis pour des sociétés, des cabinets de conseil tels qu'on a écouté tout à l'heure, en fait, c'est aussi intéressant pour eux de savoir quels sont les équipements, quel est le fameux profil environnemental des équipements qui sont installés chez les clients. Donc, chez Schneider Electric, on met à disposition de l'ensemble des gens qui souhaitent s'y connecter, une capacité, par la référence du produit, d'avoir effectivement l'impact environnemental que le produit a chez son client lors de son achat et puis lors de sa vie, voire de son démantèlement. Savoir que tel et tel produit dispose de X% de cuivre, de métal, de plastique, donc tout ce qui pourrait être revalorisable, c'est une importance extrêmement forte pour ceux qui cherchent justement à atteindre ces bilans carbone. Donc là, on est dans le début de l'histoire, c'est-à-dire de s'assurer lors de la construction, lors de la fabrication d'un produit, que on va pouvoir effectivement, le revaloriser si jamais il n'était pas réparable ou qu'il était vraiment à bout de ce qu'il pouvait faire, soit effectivement de pouvoir le réparer dans les meilleures conditions. On a également donc mis en place autour de ça un label économie circulaire. Ce qui est important, c'est que voilà, vous allez retenir que on labellise l'ensemble de nos offres parce que ça répond à des attentes de qualité. Quand on est constructeur d'équipements et que l'on propose à nos clients des solutions, qu'elles soient neuves ou circulaires, il est primordial que l'ensemble soit couvert en fait par une qualité constructeur. Et c'est pas tout de limiter le dégagement de CO2, parce que à chaque fois que vous allez utiliser des solutions circulaires qui sont disponibles auprès de nos réseaux de vente traditionnels. Tout à l'heure, je vous parlais des 1500 points de vente distributeurs. Ces gens-là ont capacité de proposer à nos clients des solutions d'économie circulaire. En fait, ce qui est important, c'est que le produit que vous donnez, que vous vendez à votre client, ait les mêmes performances que si c'était un produit qui avait été acheté neuf. Et ça, c'est quand même quelque chose où seul le constructeur est capable de proposer sur ce marché de la seconde vie des produits dignes d'un constructeur tel que Schneider. Donc, en fait, on a mis en place, et aujourd'hui, c'est déjà disponible, et ça rejoint ce que l'on évoquait tout à l'heure avec Erwan, c'est-à-dire de se dire, la durée de vie d'un produit, il faut absolument que l'ensemble des acteurs du marché, de l'industrie, on puisse proposer à nos clients cette capacité de faire vivre leurs produits le plus longtemps possible. Donc, on va avoir, et on le vit très fortement aujourd'hui quand même, des contraintes telles que aujourd'hui la fourniture de composants électroniques est aujourd'hui quelque chose d'extrêmement complexe à gérer parce qu'on a pas mal de produits qui sont en rupture du fait qu'on ne peut plus les fabriquer. Et du coup, le fait d'être fort en économie circulaire, ça nous permet de pouvoir offrir un service avec des composants que l'on a déjà chez nous et donc que l'on peut utiliser pour de la réparation, voire pour proposer des produits en substitution
peut-être de solutions neuves qui aujourd'hui ne peuvent pas être fabriquées. Donc, on propose 2 versions, 2 piliers. Il y a un pilier qui est, comme je vous le disais, des produits qui sont… Alors, le comme neuf, en fait, ça veut dire juste que c'est des produits qui n'ont pas été énergétisés. C'est des produits qui sont des retours de centre logistique parce que l'emballage a été abîmé, parce que l'étiquette a été arrachée, etc., etc. C'est des produits qu'on ne peut pas revendre neufs sans avertir notre client. Donc, c'est des produits qui ont cette particularité d'être comme neuf et de pouvoir être proposés à nos clients, couverts par le label avec une garantie identique à un produit neuf. Et puis, il y a ce flux extrêmement intéressant pour la neutralité carbone, c'est ce flux des produits reconditionnés, puisqu'on offre une seconde vie à des produits sans réutiliser. Tout à l'heure, on voyait dans la conception des produits l'usage des matières premières extraites du sol. Quand vous avez un produit existant, les matières premières sont déjà dans le produit. Il suffit de le re-rendre opérationnel pour qu'il n'y ait pas un gaspillage des matières premières, ni un gaspillage de l'énergie, parce qu'on peut reconvertir des matières premières en produits, mais avec de l'énergie, et donc l'énergie, d'où qu'elle sorte, consomme du CO2, même le solaire, parce qu'à un moment donné, il faut bien fabriquer les plaques photovoltaïques. Et puis, on a nos capacités aussi d'échange standard, c'est-à-dire assurer à nos clients que lorsqu'ils sont en panne, Schneider Electric, en tant que constructeur, s'occupe de la collecte et de la revalorisation du produit collecté. Il est réparable, on le répare. Il n'est pas réparable, on le démantèle en suivant vraiment une structure établie et sous contrôle. Et puis, notre capacité, aujourd'hui, on a des dizaines de milliers de références qui sont réparables chez Schneider Electric. Et ça, c'est très, très important pour que nos clients, justement, ils puissent assurer cette durée de vie. Pour résumer, voilà, et je vais tenter de respecter mon mandat de rattraper un petit peu le temps. Voilà, donc en fait, quand on fait la collecte de produits, et ça c'est aussi à notre charge de collecter les produits. On l'a pas évoqué, mais la législation aussi va nous aider, nous accompagner à pouvoir mettre en place les solutions permettant de collecter ces produits. Chaque produit que l'on vend en économie circulaire a son bilan, en fin de compte, de réduction de carbone. C'est-à-dire, à chaque fois que vous achetez un produit économie circulaire, au moment même du devis qui est fait sur le produit, vous avez le bilan carbone qui va vous dire, voilà, lorsque vous achetez ce produit économie circulaire, en fait, vous avez permis d'économiser X kilos de CO2 par cet achat ou par cette utilisation d'un produit circulaire. Donc, en fait, quand on collecte un produit, je vous le disais tout à l'heure, si le produit est réparable, on l'utilise dans un flux circulaire, soit en le réparant et en le reproposant au client, soit en le collectant et puis en remettant le produit réparé dans le cycle d'échange standard, soit en le proposant, c'est-à-dire on le répare, on le reconditionne et on le repropose à la vente sous un format de vente transactionnelle. On a aussi des collectes de produits, de surstock, de produits que nos clients n'ont pas eu l'usage et donc que l'on récupère pour qu'ils ne soient pas gaspillés. Et à ce moment-là, on les teste, on les revalide et on les remet en vente sous le label économie circulaire. Et puis, on a les produits qui peuvent être irréparables. Et à ce moment-là, on s'assure du démantèlement, c'est-à-dire du partage. Tout à l'heure, on parlait de Green Premium. Ça nous permet de savoir chaque composant de Schneider, quelle est la valorisation que l'on peut faire en termes de matières premières, combien il y a de cuivre, combien il y a d'aluminium, combien il y a de métaux précieux. Et à ce moment-là, on sait démanteler de manière uniforme l'ensemble de nos produits pour que la matière première soit correctement valorisée. Les ressources que l'on met à votre disposition si vous le souhaitez. Donc, il y a cette partie Green Premium qui est extrêmement importante et je pense que même les cabinets d'audit, comme Erwan l'a présenté, pourraient probablement être intéressés pour savoir un petit peu de quoi sont constitués les équipements Schneider Electric sur les clients qu'ils auditent. Et puis également, si vous cherchez des renseignements sur la partie éco-circulaire, vous avez une adresse email économie circulaire industrie
@sse.com qui vous permet de poser éventuellement après ce webinaire des questions que vous n'auriez pas eu l'occasion de poser à Schneider actuellement. Et puis également, vous avez la page de développement durable qui, elle, va vous présenter, vous restituer toutes les notions et les engagements que Schneider Electric a mis en place pour justement atteindre la neutralité de carbone du plus grand nombre d'acteurs. Je vous dis ça parce qu'il faut quand même savoir que l'ADN de Schneider Electric, on est le leader dans la partie de la distribution électrique et de la gestion des énergies. Et on a à nos bornes toutes les capacités industrielles et également de technologie nous permettant d'accompagner le maximum d'acteurs pour l'atteinte de cette neutralité carbone. Et je pense que les cabinets d'audit, tels qu'on a entendu, on est totalement à leur disposition pour justement leur donner quelques points supplémentaires avec les technologies telles qu'on sait les faire pour permettre justement cette neutralité carbone. Voilà, moi j'en ai fini, j'avais un petit chronomètre, donc je me suis tenu à ce petit chronomètre. Voilà. Alors, bon, je vous dis, la méthodologie, on a, nous, des centres, vous avez vu au centre de Grenoble, à Ibens, on a toute cette partie plus technologique, méthodologique, qui nous permet d'atteindre nos objectifs dans l'éco-conception. Donc, c'est pour ça que vous avez, j'y reviens, cette petite adresse email pour vos questions qui seraient à nous poser quand vous le souhaitez. C'est original comme méthode. C'est bien. C'est bien. On a une question du coup de Mathieu Dufour qui nous pose la question de y a-t-il un sens finalement à parler de neutralité carbone à l'échelle d'une entreprise? Oui, plutôt, parce qu'en fait, une entreprise, elle est composée de plusieurs entités qui chacune vont avoir un bilan carbone. Et quand je vous disais, par exemple, quand vous avez ne serait-ce qu'un siège social tel que Schneider Electric qui a une consommation énergétique qui n'est pas insignifiante, en fait, il faut absolument que l'ensemble de nos sites ait un bilan carbone qui soit le meilleur possible. On a, nous, Schneider Electric, en termes de groupe Schneider, l'ambition d'atteindre une neutralité carbone d'ici 2030. Donc, c'est plus que du sens, en fait. C'est vraiment une stratégie d'entreprise. Et c'est une ambition d'atteindre ces objectifs dans les plus brefs délais, pour que notre empreinte carbone en tant qu'entreprise soit la moins importante possible. Si je peux ajouter quelque chose, moi je parlerais plus de contribution à la neutralité carbone, parce que c'est vrai que la neutralité carbone, ce serait peut-être à l'échelle planétaire finalement, où on a réussi à équilibrer les émissions par rapport à la captation de carbone. Mais à l'échelle d'une entreprise, c'est exactement ça. C'est qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire au maximum les émissions. Et une fois qu'on a réduit tout ce qu'on pouvait, éventuellement compenser, donc aider par exemple la séquestration de CO2. Alors ça peut être de la plantation d'arbres, ça peut être réduire les émissions chez les autres, ça peut être plein de choses différentes, mais s'inscrire du coup dans une trajectoire de neutralité carbone planétaire, mais à l'échelle de l'entreprise, ça veut dire ça, c'est réduire un maximum et compenser ce qu'on ne peut pas réduire. Très bien. Très bien, très bien. Écoutez, merci. Merci Frédéric, merci Erwan. Du coup, je sais qu'il est 12h05, mais notre webinaire dure jusqu'à 12h30. Donc, on est encore dans les temps, largement. On a pile poil le temps pour toi, du coup, François. Merci. Si tu es prêt, on peut démarrer. Oui, je suis prêt. Merci Frédéric. Écoute, c'est parti, je te laisse partager ton écran. Le son est OK? Ouais, c'est bon. Super. C'est en cours. Ton écran est affiché, donc on est parfait. Je te laisse la main. Merci. Donc, à la suite des deux présentations, moi, je vais vous présenter plutôt la partie éco-conception qui est liée à notre métier, c'est-à-dire dans le cœur du développement de produits mécaniques.
Ah, pourquoi ça passe pas? Si, ça passe. Donc Mecastil, dont je suis le responsable du site de Nantes, est une société d'ingénierie mécanique avec une activité articulée autour de 4 principaux domaines. Le premier qui est le conseil, l'innovation, qui va permettre toute la phase amont du projet, à savoir le cadrage fonctionnel avec la rédaction du cahier des charges et l'analyse fonctionnelle notamment, qui vont permettre de définir en début de projet les différentes fonctions auxquelles devra répondre le produit. Ces différentes fonctions, une fois qu'elles ont été établies et bien cadrées, on va y répondre avec des solutions techniques et donc on va passer en phase de conception. C'est dans cette phase-là que va notamment intervenir l'éco-conception dont je vais parler juste ensuite. Et donc cette phase de conception, on la maîtrise sur une expertise multiprocess qui permet d'adapter au mieux le process de fabrication aux séries et aux coûts objectifs de nos clients. Les solutions que l'on conçoit, on est également capable de les calculer avec le calcul par élément fini, calcul de structure, où on est capable de traiter beaucoup de problématiques statiques, notamment sur la partie linéaire pour avoir des préconisations de tenue en fatigue, de structure et aussi mécano-soudure dans le cas de structure mécano-soudée. Des problématiques non linéaires pour aller jusqu'à évaluer des risques de rupture sur une grosse charge ou un gros effort, des dynamiques rapides type crash, de la thermique, etc. Donc, beaucoup de problématiques qu'on peut aborder en calcul par élément fini. Et on a un quatrième volet qui est axé autour de la formation. Donc, c'est un volet qui est émergé suite à la période Covid qu'on a connue, qui nous a, nous, un peu secoué. Et donc, on a perçu le besoin de nos clients de monter en compétence sur certaines de nos expertises. Et donc, on a créé plusieurs pôles de formation. Donc, je vous en présente deux. Là, le premier qui a été concevoir pour l'injection thermoplastique et le second qui est éco-concevoir. C'est en gros, on va aller chez les clients pour amener le personnel à monter en compétences sur l'éco-conception, dont je vais vous présenter la démarche juste à suivre. Voilà un peu pour Mecastil. J'essaie de faire court pour aller directement sur la partie qui nous intéresse aujourd'hui, l'éco-conception. Je pourrais en revenir plus en détail si besoin après. Donc, l'éco-conception, on en parle depuis le début. Je vais donner un peu la définition que j'en ai, qui va être d'intégrer au cours de la phase de conception la dimension environnement et d'avoir une réflexion sur l'environnement, les impacts environnementaux du produit sur tout le cycle de vie, donc la suite de la conception. C'est une approche qui va être globale puisqu'on se base sur tout le cycle de vie du produit et multicritère puisqu'on prend les différents services de l'entreprise. L'objectif de tout ça, c'est d'avoir une vue globale sur le produit et d'essayer d'en réduire les impacts environnementaux sur chacune des phases. Les différentes phases du cycle de vie. Donc, le cycle de vie, on en a parlé depuis le début de ce webinaire. J'ai une vue ici qui présente assez bien ce qu'il est. Donc, on va partir de la conception du produit, la phase dans laquelle je me place moi, et on va réfléchir sur tous les postes, à savoir l'extraction de la matière première et l'énergie qui va être nécessaire à fabriquer, la fabrication en elle-même, le transport entre sites de production, d'assemblage et juste à l'utilisateur final, la phase d'utilisation qui peut être très consommatrice, notamment d'énergie, et la fin de vie. Cette fin de vie, on peut la dissocier en plusieurs étapes. La première, qui est la moins noble, qui est une perte sèche, c'est-à-dire que la matière n'est absolument pas revalorisée. Et donc, dans ces cas-là, on n'est absolument pas dans une économie circulaire puisqu'on sort de la boucle. Et une façon un peu plus noble là, de revoir tout ça, c'est de revaloriser les matériaux avec soit une revalorisation énergétique, c'est-à-dire qu'on va utiliser l'énergie du matériau pour en régénérer d'autres, ou, comme expliqué le prédécesseur, de la réutilisation de composants, c'est-à-dire qu'on va réinjecter directement l'ancien composant dans un nouveau produit sans avoir à refabriquer. C'est la matière la plus noble. Et on peut également recycler les matériaux pour les réintégrer dans le cycle de vie complet. Les objectifs de l'éco-conception sont donc, j'ai dissocié un peu les deux, on va avoir des objectifs directs qui sont réduire les impacts environnementaux, donc d'un produit dans le cas où je me situe, ça peut être également d'un service. On a un autre objectif qui va être également de stimuler la recherche et surtout innover. Pourquoi innover? Puisque, en fait, la démarche d'éco-conception va placer les équipes R&D face à des nouvelles problématiques qui sont un peu moins techniques au sens propre, mais qui vont être plutôt des problématiques environnementales.
et ça va stimuler, il va falloir trouver des solutions et donc innover pour pouvoir répondre à ces problématiques. Ce qui amène un élément assez important sur le marché, c'est-à-dire qu'on va se différencier grâce à cela. Il y a également des objectifs plutôt indirects cette fois-ci, qui vont être d'anticiper et répondre à des nouvelles attentes de marché, et surtout, ce qui me paraît plus important, d'anticiper des éventuelles réglementations. J'ai l'intime conviction que la démarche d'éco-conception va devenir, à plutôt court, moyen terme, une démarche obligatoire pour pouvoir sortir un nouveau produit. Et il y a un dernier objectif qui est beaucoup plus personnel pour moi, là, qui va être de réindustrialiser plus localement pour essayer de tendre vers des circuits plus courts sur une production un peu plus locale. Donc, si on prend ces objectifs, on peut comprendre pourquoi initier la démarche. Donc, premièrement, il y a la démarche citoyenne, l'éco-responsabilité, qui permet d'intégrer l'environnement sur l'univers industriel dans lequel on se place. Une autre qui va être la satisfaction client, je l'évoquais juste avant, répondre à des attentes. Il y a un objectif économique également qui va tendre à minimiser le prix de revient du produit, c'est-à-dire que lorsqu'on va réfléchir à des nouvelles solutions, on va aussi intégrer la dimension économique. On va chercher à sortir un produit qui est écologique, mais qui trouve aussi son marché, donc il faudra qu'il soit économique. Donc, qu'on ne rajoute pas des coûts supplémentaires à ce produit éco-conçu. L'autre point que j'ai déjà évoqué, c'est l'anticipation de la réglementation et l'innovation pour la différenciation. La démarche qu'on met en place dans le cadre de l'éco-conception sur des produits plutôt à dominante mécanique, c'est une démarche qui est issue d'une norme, qui est une méthode totalement pragmatique. Donc, c'est l'avantage de cette norme, c'est qu'elle est vraiment orientée utilisation et ça va être une aide pour les concepteurs. Ça va vraiment être un appui. Le premier avantage de cette démarche, c'est qu'elle intègre l'analyse du cycle de vie. Comme ça a déjà été évoqué dans le webinaire, l'analyse du cycle de vie, c'est une étape qui peut être assez lourde à mettre en place. Là, l'objectif, c'est vraiment d'aider l'équipe technique de R&D sur cette démarche d'éco-conception. Donc, l'analyse du cycle de vie est déjà intégrée dans la démarche via un jeu de questions-réponses. On arrive très vite à un profil environnemental. Donc, on va restreindre on va chercher à restreindre au maximum le champ d'analyse au couple produit-entreprise. C'est-à-dire qu'on va réfléchir à éco-concevoir un produit tout en prenant en compte l'entreprise dans laquelle le produit est fabriqué et vendu. On ne va pas chercher, par exemple, à changer tous les process de fabrication si on a déjà un parc machine de fabrication. Donc, on prend en compte vraiment le produit dans son entreprise. J'ai déjà évoqué les aspects techniques et économiques. Et ce que je disais, c'était, oui, effectivement, sur l'entreprise. Les différentes étapes de la démarche, on va chercher tout d'abord à déterminer le profil environnemental, c'est-à-dire établir un peu la carte d'identité environnementale du produit. Ensuite, on a deux étapes, les étapes 2 et 3, qui vont nous permettre de définir le cahier des charges d'éco-conception, qui seront les données d'entrée pour la phase d'éco-conception et de recherche de solutions, qu'on va mener en 4. Donc là, c'est vraiment la phase de recherche de solutions qui vont répondre au cahier des charges qu'on a défini. Et une cinquième phase qui est le bilan et capitalisation. Donc l'objectif, ça va être d'avoir un petit retour d'expérience sur la démarche pour pouvoir en tirer des conclusions et être capable de s'améliorer sur les prochaines démarches qu'on va avoir à mener. Si je reviens sur l'étape 1, donc je vous disais que c'était une démarche qui était très pragmatique, puisque sur cette première étape, on va partir d'une nomenclature du produit. Donc, on va lister les différentes pièces, leur masse et leur composition, pour arriver à un profil environnemental, le graphique que je vous présente, qui évalue l'impact environnemental sur les 7 grandes étapes du cycle de vie, à savoir extraction de la matière première, fabrication, utilisation, fin de vie recyclage, la présence ou non de substances dangereuses, les phases transport, ainsi que l'emballage. Et donc, on passe de la vue de gauche, qui est la nomenclature, à la vue de droite au graphique du profil environnemental, uniquement en répondant à un petit algorithme, un jeu de questions-réponses qui va réaliser une analyse de cycle de vie relativement simplifiée, mais qui permet d'aboutir très vite à un résultat et cette carte d'identité environnementale du produit. Une fois qu'on a cette carte d'identité du produit, on va chercher à définir le cahier des charges qui sera la donnée d'entrée pour pour les concepteurs et l'équipe technique. Donc, on va définir différents objectifs, ce qu'on appelle des lignes directrices,
Et on a des critères de note, de notation, qui nous permettent de savoir si on la retient ou non, et quel sera l'indicateur qu'on va y associer. Donc, comment on va tracer les évolutions de notre futur produit pour voir s'il améliore ou non ce critère. Et on cherche, important, et on cherche à appliquer un critère au moins un critère par phase du cycle de vie, par aspect environnemental. Le cahier des charges étant posé, on va aller chercher ensuite à y répondre. Donc là, c'est toute la phase de recherche de solutions. Donc les équipes techniques vont chercher à y répondre par des solutions existantes, par le réemploi de composants, par, je cite des exemples, mais l'emploi de matières recyclées, par une recherche d'une meilleure efficience du produit, pour essayer de limiter la consommation d'énergie sur la phase d'utilisation, par le réemploi de composants directement lorsque c'est possible, comme l'évoquait M. Petit. Et donc, tout au long de cette phase de conception, on va revenir très souvent sur notre cahier des charges pour voir si les indicateurs que l'on a fixés vont avoir tendance à s'améliorer. C'est effectivement ce que l'on cherche. C'est ce qui va nous permettre d'arbitrer des solutions, notamment lorsque la solution va dégrader le critère. Lorsque l'on fait de l'éco-conception, l'objectif est bien entendu d'améliorer ces critères. Logiquement, une fois que toutes ces phases sont faites, on a notre produit éco-conçu qui a été amélioré suivant certains de nos critères. Après, généralement, c'est très compliqué d'arriver à un produit qui va améliorer tous les critères que l'on a définis, mais on a déjà amélioré beaucoup de ces critères. Et donc, on va arriver sur la phase finale qui va être une phase de bilan capitalisation. Premier objectif, c'est d'évaluer ce qui s'est passé, donc à savoir comment le projet s'est déroulé. Est-ce que déjà on a réussi à atteindre les objectifs? Est-ce que le produit que l'on a éco-conçu a une qualité environnementale meilleure? Logiquement, oui, c'est l'objectif. Comment s'est déroulée la méthode en interne pour pouvoir faire un retour d'expérience et améliorer les futurs développements qu'il y aura à faire. Donc, capitaliser l'expérience acquise. Et il y a une deuxième variable qui est relativement importante sur cette dernière étape, c'est communiquer. Parce qu'il est important de faire savoir ce qui a été fait. Donc, si demain vous éco-concevez un produit, mais que vous ne le faites pas savoir, vous perdez un avantage. L'objectif de cette dernière étape va être de communiquer, présenter les travaux qui ont été faits, présenter les points notamment qui ont été améliorés sur votre produit, pour pouvoir présenter au marché votre produit éco-conçu. Ça permet de mettre en valeur toute cette démarche. J'ai été très rapide et je pense que je vais rentrer dans mon timing. Donc si on je pense qu'on y sera aussi. Si on synthétise tout ça, l'éco-conception, pour moi, l'une des valeurs fortes, c'est booster l'innovation pour pouvoir présenter un produit éco-responsable ou au moins limiter les impacts environnementaux du produit. Anticiper la réglementation pour éviter de se faire attraper par la patrouille quand cette démarche deviendra obligatoire, et aussi communiquer pour pouvoir se différencier sur le marché. Et comme je disais en tout début de projet, c'est vraiment une démarche, en tout début de présentation, c'est une démarche qui est globale, c'est-à-dire qu'on va prendre en compte tous les paramètres du cycle de vie, donc ça va faire intervenir différentes équipes au sein de vos entreprises. La partie plutôt technique pour la partie conception, mais il y aura aussi tous les services annexes sur les différentes phases pour pouvoir voir comment, par exemple, comment telle solution peut être mise en avant sur le marché avec l'équipe marketing notamment. Le point important de cette démarche, c'est qu'elle est pragmatique et vraiment orientée pour aider les équipes techniques. Donc, l'analyse de cycle de vie est incluse et on n'a pas une grande analyse de cycle à faire, une grande analyse de cycle de vie à faire pour pouvoir dérouler la méthode. Elle pourra être faite après, mais pour faciliter vraiment la mise en place de la démarche auprès des équipes techniques, cette analyse de cycle de vie est incluse dans la démarche par un jeu de questions-réponses comme je l'ai évoqué. Une petite slide pour nous contacter si vous avez besoin d'informations complémentaires. Tous nos travaux sont présentés sur notre site et je vous ai mis le mail général de l'entreprise ainsi que le mien si besoin.
Et je pense que je suis pile poil dans mon timing. On est nickel. Merci beaucoup, François. Du coup, on va rentrer dans la dernière phase de notre webinaire. On va vous proposer du coup tout de suite le petit sondage dont je vous parlais en introduction. Voilà, qui s'affiche en tout cas pour moi. Il y a quelques questions, c'est vraiment hyper rapide pour y répondre. Donc, merci à vous si vous prenez le temps de le faire. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Du coup, on avait. C'est aussi l'occasion, pardon, pour vous de poser vos questions. On avait aussi tout à l'heure un complément de question de Mathieu Dufour pour Frédéric, pour vous trois d'ailleurs, ceci dit, mais sur le scope du coup qui était, les scopes, pardon, qui étaient retenus pour la neutralité carbone de l'entreprise au global. Voilà, je ne sais pas si. Moi, pour Frédéric, voilà, vas-y. Alors, la question est plutôt large, hein, c'est-à-dire quels sont les scopes que l'on regarde pour atteindre la neutralité carbone, hein, c'est ça, c'est ce que je comprends dans la question. En fait, à l'échelle du groupe, oui. À l'échelle du groupe, en fait, hein, on l'a énoncé, c'est-à-dire que nous, on a la double casquette, on a celle d'industriel et utilisateur d'énergie pour fabriquer nos produits, mais également pour les sites tertiaires. Et donc, on doit s'assurer que l'ensemble des sites que l'on a sont dans un objectif d'atteindre, de réduire au maximum le dégagement de CO2. Donc, on a cette ambition de mettre en place des solutions Schneider et tiers qui nous permettent d'atteindre ces objectifs. Tout est pris en compte, hein. Je crois qu'Erwan, il avait un petit schéma là, qui résumait bien ça, c'est-à-dire même les déplacements des commerciaux lorsqu'ils vont chez les clients, le bilan carbone d'un déplacement pour aller voir un client est pris en compte, d'où le fait tu l'as éventuellement, remets-là, Erwan, si tu l'as pour illustrer les propos, si tu veux. Oui, totalement, parce que en fait, que ça soit sur un site industriel, vous voyez par exemple le siège social de Schneider qui est à Rueil-Malmaison aujourd'hui, il a été construit déjà il y a quelques années, mais il était déjà au maximum de la norme telle qu'elle pouvait se mettre en place en termes d'économie, c'est-à-dire en termes de kilowatts utilisés par mètre carré. Donc ça, c'était un premier niveau. Et donc aujourd'hui, le siège social, hein, je vous le dis, dans quelques années, là, d'ici entre maintenant et 2025, en fait, va déménager pour avoir un nouveau siège social qui aura encore un bilan carbone en énergie positive. Donc en fait, on va s'assurer de pouvoir encore améliorer notre bilan carbone par rapport à un bâtiment tertiaire tel qu'on le fait. Donc en fait, tout est pris en compte pour qu'on puisse… Tout à l'heure, je vous parlais des réparations de nos produits. Si je devais réparer en Chine, mon bilan carbone serait catastrophique. Et alors que là, pour la France, mes reconditionnements se font en Ardèche. Voilà, donc on est bien resté sur le territoire. Et en fait, les transports de nos produits, etc., sont pris en compte dans tout le bilan carbone. Et comme on l'a évoqué tout à l'heure, quand j'ai un bateau qui livre des produits, parce qu'on ne peut pas avoir des usines dans tous les pays, en fait, on a un dégagement de carbone. Et ce que nous, on met en place, c'est des solutions nous permettant de compenser ce dégagement de carbone par une économie carbone. Donc, en fait, au bord de l'entreprise, tout est pris en compte sur l'engagement et sur le fait d'atteindre une neutralité carbone. Et le schéma que l'on voit là, en fait, il résume bien de quelle manière Schneider et d'autres, on peut atteindre ensemble cette neutralité carbone. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais je trouve que le schéma que je vois là, il résume bien ce qu'il faut faire et sur quoi il faut agir surtout. Très bien, écoute, merci. Merci. Ah hop là, voilà, c'est bon, la partie. Écoutez… Je l'ai enlevé, mais je ne sais pas si je devais le laisser. C'est bon, tu ne te tracasses pas, ça ira. Alors, du coup, on n'a pas de nouvelles questions sur la partie purement sur le webinaire, parce que là, c'est sur le sondage. En tout cas, il me reste, donc du coup, on arrive on est dans le timing finalement. On aura réussi à rattraper cette petite prise de retard. Donc on est parfait. Il me reste en tout cas à vous remercier, messieurs, parce que c'était
très complet. Je vois dans les résultats du sondage que ça a répondu quand même globalement. Attendez, c'est pas dans celui-là. C'est dans celui-là quand même, je dirais, on a du oui totalement et du oui en partie. Donc, du coup, on a quand même l'essentiel des gens qui ont été, à qui on a répondu par totalement aux questions qui se posaient en arrivant. Donc, c'est plutôt positif. Pour ceux qui... en tout cas, je pense que l'essentiel des gens ont maintenant répondu au sondage. On va pas le garder plus longtemps ouvert. Et puis, en tout cas, il nous reste à vous souhaiter bonne après-midi à vous tous. On a donc une prochaine session le 25 mars, donc dans 15 jours. Pour ceux que ça intéresse, le lien sera bientôt... le lien est déjà disponible sur notre site internet et vous retrouverez donc l'intégralité des présentations à travers le replay et les contacts des différents intervenants du coup dans ce replay aussi directement, si vous voulez aller plus loin avec eux. Donc merci à tous. Je vous souhaite un excellent, déjà un bon appétit parce que ça va être l'heure d'aller déjeuner pour tout le monde et puis un excellent week-end à tous et à très bientôt. Merci à vous tous. Merci.